Bonjour, bienvenue à C2 Mixer. Mon nom est Philippe Champagne, directeur vente marketing pour le Fermont Reine-Élisabeth à Montréal. Aujourd'hui, on va discuter de l'avenir du centre-ville de Montréal. J'ai trois personnalités directement en lien avec le futur du centre-ville de Montréal. Madame Annick Desmarteau, vice-présidente bureau Québec Ivanhoe Cambridge et présidente de BOMA Québec. Glenn Castanera, directeur général pour Montréal Centre-ville. Et Mylène Gagnon, vice-présidente vente et services congrès pour Tourisme Montréal. Merci d'être avec moi. Plaisir. Bonjour Philippe. Alors aujourd'hui, je veux vraiment qu'on aborde ensemble, en fait, le futur des espaces physiques de bureaux, les activations qu'on va faire à Montréal pour ramener les gens, le tourisme d'affaires, le tourisme en général, comment qu'on va faire pour dynamiser et ramener les gens à Montréal. Alors, il y a une étude récemment qui est sortie avec Le Devoir qui nous mentionnait que, si je ne me trompe pas, 67 des répondants avaient l'intention ou souhaitaient demeurer en télétravail. 67 des répondants souhaitaient. C'est gros. Alors, je me demandais, Annick, Ivanhoe Cambridge a quand même plusieurs tours à bureaux, des centres commerciaux, des hôtels comme le Reine-Élisabeth. Alors, comment voyez-vous, comment anticipez-vous le futur des bureaux physiques dans le centre-ville? Bien, je commencerai par mettre un certain niveau de compréhension de 67 parce que 67 oui, qui veulent continuer à faire du télétravail, mais ça ne veut pas dire 100 du temps. Justement, les sondages qu'on a, c'est que oui, les gens veulent faire du télétravail, mais à la formule hybride. Que, dans le fond, c'est 2-3 jours à la maison, 2-3 jours au bureau. Puis on pense, on a vraiment, puis si on avait parlé de ça au début de la pandémie, on n'était pas dans la même situation. Les gens se disaient « Oh, je suis bien chez nous, finalement, tout va bien. Écoute, on découvre qu'on peut tout faire de chez nous. » Aujourd'hui, après quasiment un an, finalement, de télétravail, on se dit « Ah, je m'ennuie de mes collègues, je m'ennuie de la synergie, je m'ennuie de la collaboration. » Et finalement, comment on fait du développement des affaires, même à partir de la maison? C'est extrêmement difficile. Donc, finalement, on voit l'utilité du bureau après tous ces mois-là et on croit vraiment que ça va revenir. Puis quand ils vont venir, les gens au centre-ville, pour venir au bureau, bien, ils vont vouloir en profiter au maximum. C'est l'hypothèse qu'on émet, nous, de notre côté. Donc, le 67 oui, mais c'est pas aussi pire que ça peut paraître. C'est pas de façon constante. C'est Exact. vraiment bien ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on le voit, même quand on échange avec nos collègues, que les gens s'ennuient. Puis quand on a la chance, des fois, moi, à l'hôtel, j'ai la chance d'avoir des collègues au ventre qui reviennent faire des visites, on voit l'énergie qui s'en dégage aussi. Un des points que, encore la même étude nous mentionnait, c'est qu'une grande majorité des gens, en fait, disaient que l'atmosphère au centre-ville, la vibe du centre-ville était une source de motivation pour revenir, en fait, dans les bureaux. Alors, Glenn, peut-être qu'on pourrait regarder, qu'est-ce que vous faites à Montréal Centre-ville ou qu'est-ce que vous voyez pour activer? Parce qu'on sait que Centre-ville, présentement, on veut qu'il soit activé. Puis, alors, qu'est-ce que vous avez comme vision un peu dans cette optique-là? En effet, alors quand on a commandé le rapport pour l'état du centre-ville, justement, auquel on fait référence, c'était un des objectifs, c'est de bien confirmer si on avait une bonne vision de ce qui se passait sur le terrain. Et comme on le sait, on parle beaucoup du commerce de détail et de l'importance de l'expérience client dans le commerce, dans le restaurant ou dans une destination. Or, on s'aperçoit de plus en plus que la même logique s'applique pour les travailleurs. Les employeurs investissent de plus en plus d'énergie pour créer un environnement de travail qui soit agréable. Mais cette expérience-là doit se poursuivre à l'extérieur. C'est là-dedans que Montréal Centre-ville va agir de façon beaucoup plus proactive afin de s'assurer que, justement, le travailleur, qu'il vienne comme travailleur ou qu'il vienne comme visiteur, puisse avoir une prolongation de cette expérience-là qui se poursuive. Et pour faire un lien justement avec le télétravail, il ne faut pas oublier que le télétravail, ce n'est pas juste de la maison, c'est d'un tiers-lieu. Le tiers-lieu, c'est le café, c'est le bar, c'est la salle à manger, c'est le trottoir. Alors, il faut que tout le centre-ville réponde à ça. Et en fait, l'expérience, c'est le dénominateur commun pour l'ensemble des visiteurs dans tous les centres-villes. On s'entend que entre travailler de la cuisine ou de travailler d'un bureau avec vue sur l'autoroute, c'est pas mal similaire. Il faut qu'au centre-ville, on soit capable d'offrir quelque chose qui va au-delà de ça et qui se poursuive dans l'espace public. J'adore ça. L'expérience client, c'est vraiment ça, surtout pour un hôtelier. C'est vraiment ça qu'on met de l'avant depuis des années. Puis j'y crois tellement qu'on est en mesure de créer. Puis ce que les gens recherchent, c'est de vivre cette expérience-là. J'ai le goût de vous poser une question. Qu'est-ce qui vous manque, vous, à Montréal? Depuis un an, on commence la deuxième année de pandémie, veut pas.
qu'est-ce que vous avez appris, en fait, de la première année, dans chacune de vos réalités? Et qu'est-ce qui vous manque en tant que Montréalais à Montréal? Clairement, c'est les restos. clairement, les restos. J'ai loué un chalet dernièrement où j'ai été justement en télétravail au chalet. Puis, oh mon Dieu Seigneur, qu'il n'y avait pas de sushi. Tu sais, tu dis, OK, il n'y a pas de sushi autour de chez nous à ce moment-là. Donc, effectivement, clairement, les restos. Puis la vie, juste la vie, la vibe, comme tu dis tout le temps, finalement, de dire que c'est vibrant. Puis que tu as une ambiance, ça fait toute la différence. Donc, moi, vraiment, c'est ça qui me manque le plus à Montréal. On parlait de ce qui nous distingue des autres. Un de nos actifs stratégiques, c'est vraiment notre gastronomie. On a de tout, hein? On a du petit trou où ça coûte une poignée de change pour se bourrer, tout comme on a le restaurant 5 étoiles de renommée internationale. Alors oui, ça manque énormément. Alors, je vais dire la spontanéité. De comment à Montréal, on était capable à tout moment de dire on va aller prendre un verre, on va aller magasiner, on va aller voir un spectacle. On va aller au resto dans la liste infinie où on va, de façon spontanée, enclencher une conversation avec quelqu'un qu'on croise au café. Moi, je suis un grand amoureux des cafés à Montréal. Je ne peux pas vivre sans eux. Cette spontanéité de croiser des gens dans la rue et d'enclencher des conversations, de résoudre des problèmes qu'on va voir se passer. D'ailleurs, Annick, on vient de se croiser en arrivant et de façon spontanée, on a dit « Hey, il y a un petit enjeu avec lequel je peux t'aider. » On l'a réglé en 5 minutes. Ouais. Imaginez si j'avais pu vous offrir un café du Café Créma. En plus, ça aurait été spectaculaire. Voilà. Ça aurait été la totale. Alors, qu'est-ce qui nous manque pour toi, Mylène? Je suis sûr que tu vas me dire des congressistes, mais je te laisse aller. Qu'est-ce qui te manque? Bien, définitivement, Philippe. C'est certain, les touristes, hein, les gens. Ce qui forme la collectivité de Montréal, c'est qui nous sommes. Quand tu vas à l'extérieur de la ville et que tu entends parler de Montréal, les gens parlent toujours de qui on est, de ce qui nous fait, ce qui fait de nous qui sommes si différents, c'est que nous sommes très inclusifs, nous sommes aussi très respectueux l'un envers l'autre. Et je pense que ce respect-là qu'on retrouve entre nous au centre-ville, les gens le remarquent beaucoup. Alors qu'on se retrouve un peu partout et qu'on soit en mesure de pouvoir vivre ensemble, autant le résident, le local, que le touriste, que le travailleur, qui puisse avoir cette conjonction-là, tous ensemble, je pense que c'est ce qui me manque le plus, ce beau vibe-là. Quand tu marches dans la gare centrale et que tu entends tes pas, tu dis, il y a vraiment quelque chose qui se passe. On a besoin de bruit, on a besoin de se retrouver. Fait que de redynamiser ce centre-ville-là avec les gens, je pense que c'est on a besoin de faire très rapidement, c'est ce qui me manque le plus, moi. Moi, je suis totalement d'accord en tant qu'hôtelier parce qu'évidemment, chaque matin, moi, j'avais une aventure différente dans notre lobby. On rencontrait des congressistes américains, des congressistes internationaux, on rencontrait des gens locaux, des familles, des gens individuels qui venaient découvrir ou en affaires à Montréal. Alors, c'est sûr que pour un hôtelier comme moi, dans un hôtel comme le Reine-Élisabeth, les touristes, ça nous manque beaucoup. Alors, on parlait de restaurants, on a parlé de café, on parle de touristes, de vibe, on parle de tout ça un peu. Alors, j'ai le goût de vous entendre sur comment on pourrait créer un mouvement ou un sentiment, inspirer les Québécois, les Montréalais, les travailleurs, les touristes à revenir à Montréal. Dès cet été, arriver avec une programmation concertée de tout ce qui va se passer au centre-ville. Bien sûr, on parlait tout à l'heure d'expérience. On veut que quand les Québécois reviennent au centre-ville cet été, quand le beau temps va arriver, qu'on soit prêt à les accueillir, qu'ils puissent se balader toute la journée et dans le fond, toute l'année au centre-ville en redécouvrant leur centre-ville. Mais à la base, il faut savoir que et ce que je souhaite vraiment qu'on soit capable de faire dans les prochains mois, c'est rappeler aux Québécois que le centre-ville de Montréal, c'est le centre-ville du Québec. Une métropole, là, il n'y en a pas plus qu'une par État. Et Montréal ne se compare pas aux autres centres-villes du Québec. On est le fruit de tous les centres-villes du Québec et on se compare, nous, avec les autres centres-villes à l'international. Notre vraie compétition, là, c'est New York, c'est Chicago, c'est Londres, c'est Paris. Et c'est contre eux qu'une fois que la pandémie sera terminée, on va devoir rivaliser. Alors, ce que je souhaite faire, c'est qu'on puisse, on disait tout à l'heure, les Québécois, dont moi, et je pense que nous tous, on a redécouvert la forêt québécoise, l'espace. Mais moi, j'aime beaucoup dire qu'on vient de redécouvrir la forêt urbaine du Québec, qui est le centre-ville de Montréal, et qu'on vient de découvrir pourquoi il y a des millions de touristes qui s'achètent un billet d'avion, des gens qui traversent l'Atlantique et le Pacifique à chaque année pour venir découvrir le centre-ville, mais qu'on vient de voir c'est quoi le centre-ville de Montréal et pourquoi le monde entier parle du Québec au travers des yeux du centre-ville de Montréal. Je pense qu'on va y arriver, en fait. Bien, je trouve ça super intéressant ce que tu amènes, Glenn, au niveau de comment on redynamise tout ça. Mais je pense aussi qu'il faut d'abord venir
rebooster un peu nos résidents, nos locaux, les Montréalais en soi. Même le Montréalais, de redécouvrir son centre-ville, de se l'approprier. Nous, avec Tourisme Montréal, on a lancé en 2019 que Montréal était un grand terrain de jeu. Alors, c'est sûr que Montréal est un terrain de jeu avec tous ces grands espaces verts, avec tout le Vieux-Port et tout ça. Il y a énormément de choses à faire. Alors, c'est de se l'approprier, mais de le redonner d'abord aux résidents montréalais, de lui donner le goût, de lui redonner sa fierté du centre-ville aussi, qu'il puisse en parler, qu'il devienne l'ambassadeur de ce centre-ville-là. Parce que je pense que depuis quelques années, le résident est parti soit ailleurs, parce qu'il avait beaucoup la chance d'aller ailleurs, mais là, il est plus confiné un peu plus, mais ça va lui donner la chance de se redécouvrir, de s'aimer à nouveau et de pouvoir être très, très fier de ce qu'on a à offrir. Dès cet été, dans notre destination, alors on va toucher à notre résident, on va toucher à notre Québécois aussi, parce que les Québécois, il y a comme un genre d'amour-haine avec le centre-ville de Montréal. Ils savent qu'il se passe beaucoup de choses, mais en même temps, ils sont un peu impressionnés, ils sont un peu inconfortables sur certains aspects. Alors, c'est à nous d'aller aussi les chercher, de les convaincre qu'ils ont toute une expérience à venir redécouvrir ou découvrir en venant à Montréal. Alors, on a un beau travail à faire sur notre marché local, résident et un peu plus de proximité, mais je pense qu'on va vraiment être en mesure de pouvoir les stimuler et les convaincre de venir nous voir avec tout ce qu'on pourra mettre. Tu parlais d'activité. Alors, de tout mettre nos efforts, nos investissements ensemble, je pense que c'est ça aussi, cette collaboration-là de ville qui doit être faite. Alors, et ça, on est vraiment là-dessus. Annick, on a vu des collaborations. De ton côté, qu'est-ce que tu vois pour les travailleurs? Je m'en vais vers les travailleurs, mais tu peux aller où tu veux. On a plein de projets encore, c'est sûr, qui s'en viennent. Je ne peux pas tout dévoiler, bien sûr, mais on a plein de projets pour faire en sorte que, justement, l'esplanade de Place Ville-Marie, ça devienne un incontournable. On va vouloir activer l'espace de l'esplanade. Ça va devenir quelque chose de central. Puis, ce l'est déjà, Place Ville-Marie, c'est le cœur du centre-ville. On ne peut pas faire autrement. Tu ne peux pas passer à côté. Mais avec la revitalisation qu'on y a faite, avec la galerie marchande, justement le 4x4, même chose que ce qu'on a fait au Centre Eaton avec l'ancien complexe des Ailes qui a été jumelé avec le Centre Eaton, le Time-Out, le Décathlon, l'Uniqlo. Donc, c'est tous les acteurs du centre-ville qui font en sorte que le centre-ville devient fort. Alors, pour moi, c'est ça l'emblème, finalement. C'est qu'ensemble, on est fort. Maintenant, on veut s'ouvrir, justement. Puis on le voit juste physiquement avec l'architecture de l'esplanade, où il y a un grand escalier monumental qui est ouvert maintenant sur McGill College. Avant, c'était fermé. Donc, même physiquement, on s'ouvre sur la ville, finalement. Donc, on veut s'ouvrir, on veut amener, évidemment, les gens. Puis on pense que, justement, ceci va nourrir nos occupants, puis va amener l'ambiance que nos occupants vont tant aimer. Parce que nous, pour nous, ce qu'on voit, c'est que les locataires, c'est des employeurs. Puis les employeurs, ils doivent attirer leurs employés à venir travailler au centre-ville. Puis maintenant, bien, nous, on va faire en sorte que, oui, ça va tenter de venir. Donc, oui, il va y avoir la rue, écoute, la rue McGill College quand elle va être refaite, la rue Sainte-Catherine quand elle va être terminée. Tout ce secteur-là va être extraordinaire. Ça va vraiment être un incontournable. Alors, pour nous, c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait. À travers le projet, on s'assure qu'on inclut l'hôtel, la Place Ville-Marie, le Centre Eaton, Place Montréal-Trust. C'est un axe qui est vraiment important, là, puis qu'on va pouvoir vraiment dynamiser. Il faut détourner l'attention des cônes oranges aussi. Ah, ça, je suis avoir d'accord. cette peur-là, c'est ce qu'on a lancé beaucoup. C'est surtout ça qu'il y a eu comme message dans les dernières années. Il faut qu'on pousse ce message-là pour... Tu vois, le message qu'Annick apporte présentement, toute cette nouveauté-là, toute cette avant-garde-là qu'on met de l'avant, je pense que c'est ce message-là très, très fort que tout le monde ensemble, on doit pousser à nos locaux, à nos résidents, à nos gens de proximité, à nos régions un peu plus éloignées. C'est vraiment ce grand message-là, tous en cœur, qu'on doit amener. Tu dis réinventer un peu, faire oublier les cônes oranges, les innovations qui se font, tout ça. Alors, le REM qui va changer la donne. Le REM qui va changer, effectivement. Le REM, c'est un gros acteur qui va changer aussi. Glenn, alors, comment qu'on réinvente le reste du centre-ville aussi, en faisant justement oublier toutes ces choses-là? Y a-t-il des activations ou une ligne que vous avez en tête, que vous savez que vous allez pousser cette réinventation? Ça se dit-tu? Réinventer Montréal, le centre-ville? Bien, d'emblée, il faut savoir, attention avec réinventer le centre-ville. Il ne faut pas oublier là, qu'en janvier 2020, là, juste avant que la pandémie commence officiellement au Québec, un des plus grands problèmes qu'on avait au centre-ville de Montréal, c'était la pénurie de main-d'œuvre. Il manquait de travailleurs, on avait trop de demandes. Les chambres d'hôtel étaient pleines, on battait tous les records d'achalandage, tous les records de projets de construction, tous les records d'investissements étrangers. Alors, comme on dit en anglais, if it ain't broke, don't fix it, il y avait clairement quelque chose qu'on faisait de bien.
Alors, c'est de miser sur ce qu'on faisait de bien et de le faire mieux. J'aime beaucoup qu'on parle des cônes oranges, parce que justement, c'est un peu un mal nécessaire qu'on traverse en ce moment, c'est de rappeler aussi pourquoi il y a des cônes oranges. Bien, il y a des cônes oranges parce que Montréal, c'est une des métropoles les plus anciennes en Amérique du Nord, puis on a de l'infrastructure parmi les plus anciennes en Amérique du Nord aussi qu'il faut réparer. Sur la rue Peel, puis on parle ici de l'avenue McGill, ça va littéralement devenir une des plus belles places publiques en Amérique du Nord. Ça va être l'épicentre de la métropole. J'ai vu les plans, c'est absolument incroyable. La rue Sainte-Catherine, qui est la plus grande rue commerciale au Canada, qui se refait une beauté, c'est pas juste de l'esthétisme, on refait des tuyaux qui sont en bois, qui sont encore en dessous de tout ça. Hein? Mais pour donner une ordre de grandeur, là, Toronto vient juste de dévoiler son plan pour refaire la rue Yonge, qui est l'équivalent de sa rue Sainte-Catherine. Bien, ils sont venus pas mal copier très exactement ce qu'on est en train de faire pour Sainte-Catherine. Alors, on est pas mal d'avance là-dessus. Alors, quand on parle de réinventer le centre-ville, c'est surtout de miser, encore une fois, sur ce qu'on faisait de bien, de faire mieux, de mieux accueillir nos gens, de mieux communiquer, de mieux coordonner comment on fait nos projets au centre-ville et de mettre en valeur nos beaux coups. On dirait que c'est un peu le problème de toutes les métropoles. Parce que ce qu'on vient de parler, justement, on a de la difficulté à attirer les gens locaux plus proches. C'est les mêmes enjeux qu'on va retrouver dans toutes les grandes capitales. Dans le fond, si vous allez à New York puis vous allez poser la question au gars du New Jersey combien de fois qu'il va à Manhattan, pas trop souvent. Pourtant, qui va venir dire que Manhattan est mort? Alors, chez nous, on a le même enjeu. C'est un défi qu'on a. On est bien connu à l'international. C'est de bien se faire reconnaître ici chez nous et de mieux accueillir notre propre monde. Parce qu'encore une fois, un de nos plus beaux attraits, c'est les ambassadeurs qui sont les Montréalais. Moi, j'habite au centre-ville, je le vois tous les jours, mais on l'entend. On pense beaucoup que le centre-ville de Montréal, comme les grandes villes, c'est juste bruyant, c'est sale. Non! En fait, c'est une des rares villes où on peut être entouré de millions de personnes et encore se parler entre nous et être bien accueillis. Il y a quand même quelque chose d'exceptionnel là. Sans oublier aussi qu'un des plus grands atouts du centre-ville de Montréal, c'est qu'on est non seulement le cœur, le poumon économique de la métropole du Québec, on est aussi le cœur culturel du Québec. On est aussi le cœur du savoir du Québec. On est le plus grand pôle universitaire au Canada, le deuxième plus grand d'Amérique du Nord. Alors, c'est de miser là-dessus et justement de bâtir dessus. Je vous écoute parler, puis je pense pas qu'on est à l'arrière de la locomotive, en tout cas pour Montréal et les futures années. Tout a de l'air en place et se place. On s'ajuste, on innove, on change notre façon de faire. Les choses qui doivent être changées, comme Glenn t'a dit, les choses qu'on faisait très bien vont continuer d'être très bien faites. Je pense qu'on a la chance d'avoir à Montréal une collaboration, puis on en parle depuis tantôt, comment qu'on a une communauté interreliée, que ce soit au niveau des propriétaires d'édifices, que ce soit les organisations, que ce soit comme Tourisme Montréal, les hôtels. On a cette chance-là de travailler ensemble sur l'expérience client, d'échanger cette expertise-là pour justement amener quelque chose de grandiose qui est Montréal et l'expérience de Montréal. Fait que quand on parlait de choses emblématiques, Montréal est emblématique. On continue à le propulser tout le monde ensemble. J'ai trouvé ça super intéressant de parler avec vous. Je le sens qu'on pourrait continuer comme ça pendant des heures, mais je voulais vraiment vous remercier. Je ne sais pas si on veut faire un rapide tour de table, un mot de la fin. Alors, je commence avec Mylène. Bien, moi, je dirais que Montréal, c'est une fierté depuis presque 379 ans maintenant. Mais je te dirais que dans les dernières années, Montréal est plus inclusif que jamais. Les gens se sentent bien quand ils viennent à Montréal. Et nous, sur la scène internationale, c'est fou comment les gens sont curieux, ont envie de nous découvrir, ont cette perception-là de nous, que s'il y a une facilité quand tu arrives à Montréal, je pense qu'ils sont encore plus fiers que nous de venir et de voir Montréal. Je pense qu'il faut que cette fierté-là montréalaise revienne et que ce Montréalais-là se rapproprie sa ville et sa fierté aussi, parce qu'on a vraiment une très, très, très belle offre. On parle d'expérience depuis tantôt, là. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de villes qui vont offrir une expérience comme la nôtre. Alors vraiment, il faut en être fier. C'est tellement vrai. Je pense qu'on a tous beaucoup voyagé. On a le passeport canadien, mais comme Montréalais, on a le double passeport montréalais aussi. Combien de fois est-ce que les portes se sont ouvertes à nous parce qu'on était Montréalais? Quand les gens disent « Where are you from? » puis on dit Montréal, ou peu importe où ce qu'on est, d'onde de vinge quand je vais au Portugal ou quand je vais au Brésil, ou même quand je vais en Angola, on dit Montréal, c'est comme un passeport international qui dit « Vous êtes le bienvenu, on peut vous accueillir ». Et alors oui, de ne pas oublier ça, c'est parmi nos atouts. Mais comme vous l'avez fait, moi j'ajouterais aussi que
Ce n'est pas la première crise que traverse le centre-ville de Montréal. Ce n'est pas non plus la pire crise que traverse Montréal. C'est dur à croire, mais on a traversé pire que ça. Contrairement à d'autres crises, par contre, en ce moment, le centre-ville de Montréal traverse la pandémie en même temps et subit les mêmes contraintes que tous les centres-villes du monde. La différence, c'est qu'en ce moment, on est dans une position infiniment plus enviable pour s'en sortir. Alors, à la fin de cette crise-là, parce que c'est dur à croire, mais la pandémie va finir par finir un jour, ce n'est pas la première qu'on traverse, soit dit en passant, ni la dernière. Et quand elle finira, je suis convaincu qu'avec tout ce qu'on vient de discuter et plein d'autres choses qu'on n'a pas le temps de couvrir, on a tout ce qu'il faut pour être en peloton de tête, oui, pour la relance et qu'on va être là pour les accueillir et que tous les changements qui se sont entamés depuis les dernières années vont juste être accélérés par cette crise-là. On parle de la collaboration. Ça fait longtemps qu'on collabore, mais je pense qu'on n'a jamais collaboré de façon aussi étroite et que ça va juste nous positionner dans une position encore plus avantageuse après la crise. Merci, Glenn. Nick? Moi, bien, ceux qui me connaissent savent que je suis une grande optimiste. Donc, je ne suis pas le genre à dire « Oh mon Dieu, c'est dramatique et la Ville de Montréal va tomber. » Pas du tout. Je suis un peu vraiment dans le sens où on se dit « Bien, ça fonctionnait. On était sur une lancée en janvier 2020. Maintenant, on a une période, mais c'est une période, dans le fond, quand tu prends du recul, ça va être une période triste, une période dramatique, mais ça va être sur une durée. Ça sera pas... Et je pense vraiment qu'à la fin de ça, il va y avoir un retour qui va se faire assez naturel parce que les gens vont vouloir revenir manger au restaurant. Je reviens à ça, mais c'est de la base. Puis de sortir avec tes amis, puis tout ça, avec la famille. Donc, ça demeure primordial. Puis avec les besoins personnels de chacun, ça va revenir de façon naturelle. Alors, pour moi, il faut travailler, parce qu'on est en adaptation, puis c'est très cliché de dire que ça a accéléré les tendances, mais c'est vrai, ça a accéléré les tendances. Donc, maintenant, il faut s'adapter à ces nouvelles tendances-là. Il ne faut pas faire l'autruche, mais quand même, je vois un très, très bel avenir, moi, au bout de la ligne. Bien, merci. Merci, Annick. Merci, Glenn. Merci, Mylène. C'était très intéressant. Merci beaucoup de votre participation. Merci à vous également. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que vous avez appris. J'espère qu'on vous a convaincu qu'on est dans la bonne direction. Et puis, continuez à suivre c2montréal.com, évidemment, ou sur les réseaux sociaux. Puis, j'ai le goût de vous inviter de nous envoyer un peu vos commentaires, vos visions. On a posé des questions. C'est quoi que vous avez à partager avec nous pour le centre-ville de demain? Alors, encore une fois, merci. Bonne journée. Bye.